Bonjour à tous et à tous. Je vais donc inviter nos 5 experts à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. J'appelle donc Judith Aquien, Oriana Labruyère, Caroline Chopineau, Olivier Breillac et Fanny Masson. Alors, on va commencer par un petit tour de table parce qu'on est très nombreux. Et donc, qui veut prendre la parole pour se présenter? Allez, honneur aux garçons. Bonjour, je m'appelle Olivier Briac, je suis ravi d'être ici. On est éditeur de solutions, de données synthétiques, je vais vous en parler tout à l'heure. Je suis nantais et on est originaire d'un secteur où la donnée est assez sensible, la santé et la défense, et on a des cas d'usage dans les RH. Je ne suis pas un expert, mais je suis ravi d'être ici. Bonjour à toutes et tous. Je suis Judith Aquien, je suis directrice de la rédaction de Décideur RH. Chez Décideur RH, on est à la fois évidemment un média. On est aussi un lieu qui établit des classements pour, et donc qui voit l'ensemble des cabinets qui gravitent autour des DRH sur tous les sujets, aussi bien le droit social, la formation, le recrutement, le leadership, l'organisation générale RH. Et on organise des événements aussi d'ampleur, les victoires du capital humain, les rencontres du droit social, Spring, Talent et d'autres. Et donc on est un espace d'observation assez privilégié, très en profondeur en fait, des grands enjeux qui animent les directions RH, qui animent aussi les cabinets ou les lieux qui, comme CPTO, peuvent rendre des services aux RH et les accompagner. Et donc, je suis là en tant qu'observatrice depuis une espèce de panoptique privilégiée. Voilà. Bonjour à tous, je suis Oriana Labruyère, je suis avocate et je suis la cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle La Robe Numérique, qui est un cabinet de conseil, mais également un cabinet d'avocats. On accompagne nos clients sur toutes les problématiques liées au numérique et la gestion des risques. Donc là, on est en plein dedans avec l'IA dans le secteur RH. On anime également un média, puisque j'ai personnellement reçu beaucoup de créateurs d'entreprises autour de la tech pour présenter la tech française et européenne, expliquer que si c'est français, c'est pas forcément compliqué. Et on met à disposition, et du coup, je peux vous renvoyer tout de suite à cette infographie, on met à disposition gratuitement des infographies, notamment un certain nombre sur le règlement IA, pour le simplifier et le rendre un peu accessible, ou en tout cas un peu lisible. Alors évidemment, c'est très synthétisé, mais ça permet quand même d'acquérir des réflexes sur le sujet. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Fanny, je suis Chief Revenue Officer chez YouSign. Je pense que YouSign, beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'on sert beaucoup les fonctions RH. On est une plateforme européenne souveraine de confiance digitale et donc on offre des piliers qui vont de la signature électronique à la vérification documentaire, vérification d'identité, et donc de ce fait, on a beaucoup de use cases dans les fonctions RH. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Caroline Chopineau, je suis la directrice générale d'une association à but non lucratif qui s'appelle le Hub Francia. C'est une association qui regroupe à peu près 300 adhérents, des grands groupes, des startups, des écoles, des labos, des cabinets d'avocats aussi. Notre mission, c'est d'accompagner l'adoption de l'IA par tout le tissu économique français et de manière éthique, souveraine, bien sûr, et responsable. Et pour mener à bien cette mission, on a des groupes de travail. Dont certains qui sont assez actifs sur la cybersécurité, les AI Act, l'IA frugale, on n'en parlera pas dans cette table ronde. Et nous aussi, on met à disposition gratuitement tous les livrables qui sortent de nos groupes de travail. Donc, je vous invite volontiers à aller regarder les documentations qui vont de fiches très synthétiques sur les règlements européens, mais aussi des livrables un peu plus denses d'une centaine de pages sur la sécurisation des systèmes d'IA et tous ces sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. On a aussi un groupe de travail dédié au RH. Je lui fais un peu de pub parce qu'il lance son Grand Prix IA-RH comme l'année dernière. L'idée est de référencer tous les projets de start-up ou de grands groupes sur l'application de l'IA sur le secteur des RH. Merci à tous.
Alors pour bien commencer, et puis surtout pour bien comprendre les enjeux en fait, de cybersécurité RH, on va commencer par poser le cadre, si ça vous va. Donc, entre l'essor de l'IA et les nouvelles obligations réglementaires, Judith, de ton côté, comment tu as vu l'intérêt auprès des RH évoluer sur les thématiques de l'IA et la cybersécurité ? Alors moi, effectivement, comme je le disais, j'ai un poste de vision plus qu'autre chose, et je ne suis pas à l'intérieur des directions RH. Évidemment, on a commencé à énormément s'y intéresser. Ça a été extrêmement rapide, ça a été une sorte d'explosion. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à en parler. Il y a eu un techno-enthousiasme très fort. Et la première chose qu'on a pu observer, donc il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, on avait fait un dossier autour de l'IA sur et du droit social, donc comment tout ça a été géré. L'IA Act venait à peine d'arriver, il y avait tout un contexte. Et l'observation qu'on a pu faire, c'est que les directions étaient très peu préparées, qu'il y avait vraiment un truc très touchous dans le techno-enthousiasme, sans beaucoup que ce soit cadré, que ce soit pensé, que les risques soient envisagés, etc. Et 6 mois plus tard, y compris dans et nous on s'adresse à des grands groupes, quoi. On interviewe des DRH de très grands groupes ou des directions des relations sociales, et 6 mois plus tard, on a refait un autre dossier autour de la cybersécurité, cette fois-ci dans le cadre de nos réflexions sur la formation. Et là, pour le coup, il y avait une maturité extraordinaire qui s'était mise en place. Donc les choses sont très rapides, y compris dans la prise de conscience. Il y a encore beaucoup d'angles morts, je pense. Et je pense que tout le monde s'accorde à le dire. C'était aussi la teneur des réflexions de ce matin. Il y a encore énormément de data à récolter, et donc les gens continuent d'être dans une espèce de frontière entre préparation et impréparation. Il y a la transparence des salaires qui arrive, il va falloir encore remplir d'autres cases de data qui jusqu'ici n'existaient pas. Il y a beaucoup de choses, et donc on est dans une espèce c'est vraiment un fil, mais où les gens se préparent finalement assez vite. Sont-ils ensuite dotés suffisamment en matière de data, de direction de la data RH, je ne le sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit systématique. C'est évidemment souhaitable, mais voilà. Donc les choses en fait s'accélèrent très vite, y compris dans la prise de conscience quand même des enjeux que ça peut avoir, notamment en termes de dialogue social, mais aussi en termes de gestion RH des effectifs. On a parlé tout à l'heure des enjeux de fuite de données à cause du Shadow IA. Il y a beaucoup de points qui sont encore à traiter, et de manière assez frontale. Qu'est-ce qui fait que les données RH sont particulièrement sensibles, selon toi ? Parce que c'est des données humaines et que, là pour le coup, je sais plus si c'était Alexandre, je me souviens plus du nom de famille de Capstan qui était là, mais c'est des données. Il y a une question RGPD qui est évidemment radicalement importante. Il y a des index handicap, donc il y a énormément de points qui sont très sensibles, de données extrêmement personnelles. Il y a une fois de plus toute la question de la transparence des salaires qui va faire émerger d'autres données extrêmement personnelles. Donc il y a évidemment quelque chose de très sensible là-dedans, puisqu'il s'agit des effectifs et de la manière dont on gère les données des effectifs et dont on les respecte. Il y a aussi, selon moi, et j'insiste, mais vraiment, je trouve qu'il y a un point qui est quand même important, c'est la question de l'esprit critique, et donc de comment on crée une culture, évidemment, qui ne soit pas du tout techno défiante, voilà, ça sert à rien et c'est idiot, mais en revanche, qui cadre vraiment beaucoup mieux la manière dont les effectifs utilisent les outils. Et dont les outils sont mis à disposition, sont systématiquement sécurisés, etc. Parce que pareil, les entreprises utilisent aussi des données très sensibles. J'ai notamment interviewé la direction learning de DocaPost. C'est des
données très très sensibles qui sont manipulées. Et donc il y a vraiment tout un travail à faire pour accélérer le mouvement et augmenter la productivité quotidienne. Les gens ne se mettent pas à mettre des petits bouts de ci et des petits bouts de ça sur ChatGPT pour gagner du temps. Donc il y a vraiment une question aussi de mise à disposition des outils et une question quand même d'encapacitation de la part des directions RH à mettre les bons outils et la bonne capacité à utiliser les outils dans les mains de leurs équipes. Parce que sinon, on a tôt fait, une fois de plus, d'aller vers Perplexity, ChatGPT et compagnie. Donc vraiment, il y a un enjeu de formation très accéléré et très, très, très sérieux au sein des équipes RH elles-mêmes. Merci. Oriana, du coup, ce nouveau cadre réglementaire, comment ça repositionne le rôle du DRH ? Alors oui, ça repositionne, ce qui me permet de rebondir sur 2 mots qui ont été dits précédemment. Alors ça repositionne, ou bien ça positionne de manière historique le métier du DRH dans l'entreprise, au regard de la direction et au regard des collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'il est le garde-fou d'une volonté de la direction d'aller toujours plus vite, plus fort, plus loin, et je les comprends. En tant que chef d'entreprise, franchement, je comprends. Et en même temps, il est le gardien des libertés individuelles des collaborateurs, puisqu'il est le dépositaire de leurs données. Donc, en ça, la réglementation, elle la rappelle. Alors, ne cherchez pas dans la réglementation RH et dans le RIA, vous ne le trouverez pas, évidemment. Mais on comprend par rapport à votre activité, qui est centrale dans l'entreprise, que votre responsabilité, elle est bien là, d'être entre ces 2 chaises-là. Et franchement, je ne vous envie pas. Et il y a un autre point qui a été dit tout à l'heure, il y a un mot qui a été dit, on n'en parlera pas, elle a dit, mais moi je vais quand même en parler, c'est le terme de frugalité. Et je vais quand même en parler parce que en tant que DRH, sur les services humains, ressources humaines, vous avez aussi la question du RSE. Et dans cette question-là, vous avez parfois les empreintes écologiques des entreprises. Et donc, on est obligé de se poser cette question également. Donc, au-delà de la data, on doit se poser la question de la pertinence du choix de l'intelligence artificielle que l'on va aller chercher. Donc là, je vous parle outils. Quel outil, quel système d'IA je vais utiliser ? Comment j'arbitre entre celui-là qui me paraît hyper performant, bientôt il me fait le café, et celui-là qui est peut-être un peu moins performant, mais qui va tuer moins d'arbres, parce que la réalité, elle est quand même là, c'est hyper énergivore. Et donc, en termes de responsabilité, vraiment, quand je dis que je ne veux pas être à votre place, c'est vrai. Hein. Vous êtes au milieu, au croisement de la direction, des collaborateurs, et vous êtes le garant, en plus, sur la partie RSE, du fait que vous n'allez pas proposer un outil qui va aller à l'encontre de l'objectif de l'entreprise, ou de l'organisation, si on parle secteur public, ou association. Donc, vraiment, en termes de responsabilité, la redéfinition, elle est finalement simplement rappeler le rôle que vous avez, qui est un rôle clé dans une organisation, et de l'incarner. Alors, de manière peut-être un peu plus terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous cherchez à optimiser un processus RH et que vous cherchez à utiliser la bonne intelligence artificielle, il y a des questions à se poser en amont qui sont des questions que le RIA, le RGPD, la loi informatique et liberté plus largement, et puis NIS 2 pour ceux qui sont dans des domaines NIS 2, ou bien le Cyber Resilience Act, va vous demander de vous poser. La première question, c'est à quoi ça me sert effectivement ? Quelle est ma finalité ? Terme que tout le monde connaît avec le RGPD. Donc, à quoi ça me sert ? Et est-ce que ce qui est le service rendu est bien lié au traitement dont j'ai besoin ? Et donc, est-ce que j'ai un élément qui est proportionné entre mon objectif et le résultat ? Proportionné également au niveau de mes données, de quoi il a besoin pour me donner un bon résultat. Et donc là, c'est la question de la minimisation des données en quantité. Quelle quantité ? Et tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais 2 points sur lesquels je voulais revenir, la question de la data en service RH, c'est pas tant la quantité, c'est même pas, je vais être un peu brute, c'est même pas la question de la nature de la donnée. C'est le fait que votre donnée, elle est d'hyper bonne qualité. Parce que votre donnée, elle est à jour. Et si vous êtes un cyberattaquant, une donnée à jour, c'est trop cool.
Si j'ai envie demain d'usurper votre identité, si j'ai une donnée de 2017, franchement, je vais peut-être y arriver, hein, mais ça me demandait du travail. Alors qu'un bon fichier RH, bien structuré, hyper bien rangé, moi je suis feignant en tant que cyberattaquant, je vous le dis, et du coup, je vais avoir un gain tout de suite. J'aurai une donnée de qualité, j'aurai une donnée à jour. Donc j'ai une donnée qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Donc au-delà des salaires, au-delà de la structuration, au-delà de tout ce qu'elle raconte sur l'entreprise, sur sa culture, qui est un vrai enjeu, notamment vis-à-vis des concurrents dans certains secteurs. Et comme le recrutement est très concurrentiel aujourd'hui, on comprend bien la sensibilité business de ce sujet. Mais à l'échelle individuelle, le service RH, lorsqu'il va déterminer qu'il veut passer par telle solution ou telle autre, il va mettre à disposition dans un outil un certain nombre de données qui sont des données de très grande qualité parce que vous veillez au quotidien à ce qu'elles soient à jour. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est de l'or pour un attaquant. Voilà. Et c'est aussi de l'or pour un concurrent qui veut récupérer, pour savoir qui c'est qui est dans votre équipe à tel endroit. C'est aussi de l'or pour quelqu'un, sans parler prosaïquement des cyberattaques, mais quelqu'un qui veut nuire économiquement, qui veut faire de l'espionnage économique, c'est aussi de l'or, cette information. Parce que quand on sait que c'est telle personne à tel service, et je ne vais pas aller chercher le directeur, moi je vais aller chercher justement la personne qu'on ne regarde jamais. Vous regardez, si vous allez vous renseigner sur les éléments liés au parasitisme économique, il y a des éléments qui sont très intéressants sur comment les entreprises sont attaquées. Et c'est rarement les dirigeants finalement qui sont visés. C'est justement les collaborateurs qui sont sur d'autres positions, qui sont du coup peut-être moins sensibilisés. Et en fait, ces données-là, quand elles sont récupérées, elles peuvent être exploitées pour ça. Merci beaucoup. Alors nous, chez Septéo, pour ce genre de problème, on a Albert. Et on est assez fiers d'avoir Albert parce qu'il nous aide au quotidien. Il nous tend des petits pièges. Et il est intégré à notre Teams. Et voilà, parfois on tombe dedans, parfois on tombe pas, mais en tout cas on est éduqués et ça nous amuse. Donc ça peut être une piste, mais face à ces nouvelles responsabilités, parce que clairement là on voit bien qu'il faut protéger, prévenir les risques et mettre en place une culture de la cybersécurité. Donc c'est pas une mince affaire au milieu de toutes les tâches RH. Moi je m'adresse maintenant à toi, Caroline. Est-ce que les RH sont outillés pour faire tout ça ? Ouais, je pense que mais c'est pas que les RH. Le problème au global, alors la réponse, je dirais, ça va dépendre de l'entreprise si elle est assez avancée sur les sujets d'intelligence artificielle et s'ils se sont déjà posé les questions et les bonnes questions sur le déploiement des SIA. En fait, je pense que c'est effectivement assez variable. De mon prisme donc associatif, où on a quand même des RH qui bossent pas mal dans notre groupe de travail RH et plutôt des avocats qui bossent autour du côté AI Act, on voit que les grandes entreprises, ça fait déjà un moment qu'elles ont mis en place tout un tas de choses autour de l'analyse des risques, de l'éthique, de la responsabilité dans le déploiement de leur système d'IA. Donc, ils sont plutôt équipés et outillés. Pas tous, évidemment, il y a des grands groupes qui ne sont pas encore matures sur le sujet, mais disons que globalement, ils ont identifié qu'il y avait des problématiques de responsabilité déjà depuis très longtemps, bien avant qu'on parle d'IA générative. Donc, ils ont déjà mis en place des systèmes et des solutions qui leur permettent d'anticiper l'arrivée du règlement européen, et en particulier les banques, pour ne pas les citer individuellement, mais nous, on avait 3 banques. Je peux le dire, BNP, Société Générale et la Banque Postale, parce qu'ils sont cités dans les rapports, qui bossaient déjà en 2001 sur la problématique des risques de déploiement des systèmes d'IA, donc qui n'impliquent pas que des approches RH, mais disons que c'est des problématiques qui traitaient déjà, parce qu'ils sont déjà réglementés. La Poste aussi est hyper active, on a parlé de Caposte, mais la Poste est hyper active dans nos groupes de travail, parce qu'ils ont aussi déjà depuis très longtemps mis en place des comités éthiques. Donc là, l'arrivée de l'AI Act les fait repenser, analyse des risques, analyse d'impact, etc. Donc il y a des typologies d'entreprises qui sont outillées et qui sont plutôt de bonne volonté pour partager comment ils se sont outillés pour anticiper tout ça. Les RH, c'est assez amusant. Nous, on a vu cet enthousiasme vis-à-vis de l'IA, on va dire 2002-2003, des services RH. Donc pareil, on va dire même avant ChatGPT,
Ils étaient déjà très enthousiasmés pour l'analyse de CV, le suivi des collaborateurs, la détection du turnover. Donc, c'est des sujets qu'ils étaient déjà en train de regarder, mais d'un point de vue très technophile, plutôt que de se dire est-ce que c'est vraiment utile. Enfin, voilà, c'était plus se dire tiens, la techno a l'air sympa, je vais regarder tout ça. Donc, pas forcément déployé, donc pas forcément non plus dans une démarche où je vais essayer de comprendre comment je vais intégrer ça dans mes usages. Et puis après, il y a toute la palanquée d'entreprises qui s'est mis à se poser des questions sur l'utilisation de l'IA et de l'impact que ça pourrait avoir à partir du moment où ils ont découvert l'IA générative. Donc, ils ont une vision assez différente de l'IA parce qu'on est plus sur du chatbot, je vais lui poser des questions, donc j'ai des fuites de données, donc je commence à faire un peu n'importe quoi. Et alors, effectivement, pas que les services RH, bien sûr, hein, ça impacte tous les services. Mais il y a eu un engouement que j'ai trouvé assez intéressant en fin 2003-2004, on l'a parlé, c'est la période où nous aussi, on a vu tout un tas de sujets IA autour des RH. C'était très central. Moi, j'ai fait quasiment toutes mes interventions en 2024, c'était IA RH. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quand même des vraies questions à ce moment-là sur la place des RH dans le déploiement des systèmes d'IA. Se dire que ce n'est pas que du technique, parce qu'avant l'IA, c'était les lab data, les lab IA, des grandes entreprises qui se posaient des questions là-dessus. Et puis là, les RH se sont dit, bon, finalement, on a peut-être quelque chose à jouer là-dedans. Et ils ont commencé à se poser des questions là-dessus, mais déjà, ne serait-ce que comprendre ce que c'est que l'IA et à quoi ça peut leur servir à eux pour ensuite être capable d'accompagner les collaborateurs dans le déploiement d'outils d'IA. Donc il y a les deux choses. Il y a les RH s'outillent parce qu'eux-mêmes vont utiliser des solutions qui vont intégrer de plus en plus d'IA. Et en plus, les solutions IA pour les RH, c'est vraiment au cœur du règlement européen. Et puis après, il y a aussi se poser la question de comment j'accompagne l'ensemble des collaborateurs dans cette transition en se disant que c'est beaucoup plus de l'humain que du technique, qui était plutôt la vision qu'on avait de l'IA jusqu'à présent. Merci. Fanny, on va enchaîner du coup avec les cas d'usage, puisque finalement, c'est bien là où en fait, ça donne du sens. Et donc, au niveau des risques, qu'est-ce que tu peux nous partager de ton côté ? En fait, jusqu'à présent, là, et je pense que ça a été très bien fait, on a beaucoup parlé de l'impact de l'IA quand il est utilisé dans les fonctions RH. Côté USAID, on n'a pas trop de légitimité à se positionner là-dessus parce que ce n'est pas du tout notre cœur de métier. En revanche, ce que nous, on voit, c'est l'impact de l'AI sur les fonctions RH quand il est utilisé de façon externe. Et donc, ce que je vous disais quand je vous présentais rapidement USAID, c'est qu'on fait 3 piliers. On fait signature électronique, vérification d'identité, vérification de documents et cachet électronique. Et en fait, de par ces activités-là, on est souvent positionné auprès de nos clients RH sur des moments clés du type contractualisation et onboarding. Et c'est à ce moment-là où nos clients nous ont fait remonter une recrudescence des fraudes, parce qu'en effet, grâce à l'utilisation de l'AI, c'est beaucoup plus facile de forger des documents. Grâce à l'utilisation de l'AI, c'est possible d'utiliser une identité qui n'est pas la sienne. Et ça peut poser des problèmes, notamment sur des fonctions RH avec un gros turnover. Je pense par exemple à l'intérim, où il y a besoin très vite d'onboarder et d'offboarder des gens, de vérifier au passage qu'ils ont les bonnes qualifications, parce que parfois il y a besoin d'un diplôme spécifique pour pouvoir accéder à un type de poste. Et là, il y a eu une recrudescence de la complexité de faire ces vérifications-là avec l'essor de l'AI. Et en effet, du coup, nous, c'est plutôt ça qu'on va traiter côté USign, et c'est plutôt ce besoin-là qu'on ressent des fonctions RH, la possibilité de s'assurer qu'on contractualise avec la bonne personne, surtout quand tout est fait de façon digitalisée, et la possibilité aussi de vérifier, mais de façon efficace et pas à la main, surtout quand il y a beaucoup de turnover, de vérifier que le document qui va être soumis par le candidat et du coup le futur employé est un vrai diplôme, et bien la bonne certification dont il y a besoin, et non pas quelque chose de falsifié. Et on sait que ça peut être très très simple à falsifier aujourd'hui. Donc nous, c'est plutôt en amont. Je pense qu'on se positionne sur la prévention de ces risques-là, plutôt que la gestion des risques une fois que la donnée est en interne, comme on la protège derrière. Nous, on protège l'entrée en disant on vous assure que la personne avec qui vous contractualisez a bien un vrai diplôme, a bien la vraie certification dont vous avez besoin, et par ailleurs que cette personne que vous avez peut-être rencontrée en visio jusqu'à présent, celle qui signe, c'est bien la vraie personne aussi derrière. Et l'air de rien, déjà ce point d'entrée-là, il est important à sécuriser. Super, merci beaucoup.
Olivier, comment une faille de sécurité peut éroder à la fois la confiance des collaborateurs, mais aussi nuire plus globalement à l'image de l'entreprise? Je pense que pardon, le sujet, c'est la fuite. Je vais raconter une petite anecdote. Quand avant d'être entrepreneur, je travaillais dans un grand groupe et avant que j'arrive, quelques années avant, il y avait une fuite en interne de données de salaire dans la boîte. Moi, j'y étais pas à ce moment-là, mais je me souviens de discussions à la machine à café ah, t'as vu, Bernard, il faut rien, il est dans un placard, il parle anglais comme une vache et il a plus de 100 KE. Mais en fait, j'ai entendu plein de discussions de ce type-là et en fait, tout ça pour dire que ces données-là, ils sont hyper sensibles parce que c'est des données de salaire, c'est potentiellement des données de handicap, etc. Et donc, je pense que la question que ça pose, c'est la question de l'exposition de la donnée. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, beaucoup, c'est qu'on a tendance encore à beaucoup utiliser la donnée brute pour tous les usages. Et en fait, la donnée brute, on en a besoin pour pouvoir réidentifier les personnes quand on est dans le cadre de leur relation avec la personne. Mais quand on fait de l'analyse, quand on fait du développement d'IA, etc., on n'a pas besoin de savoir à qui appartient la donnée. Non seulement on n'a pas besoin, mais en plus, on ne veut surtout pas. Et en fait, pourquoi ça se passe comme ça? C'est que globalement, je pense qu'on a une culture où on est très pressé, on en parlait plusieurs fois, on veut le résultat avant d'avoir réfléchi, on veut du ROI tout de suite, etc. Donc on ne se pose pas, on veut avoir le résultat avant d'avoir structuré l'approche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on développe quelque chose dans les entreprises en local, ça marche pas mal, on est hyper content, on commence à avoir des bons résultats. Et au moment où on se dit, il faut qu'on industrialise parce que c'est bien, il y a des promesses, etc. Derrière, il y a des engagements de managers, de collaborateurs, etc. Donc, il y a de la politique. On se dit, il faut qu'on le sorte, il faut qu'on industrialise. Et là, au moment où on se dit, on va industrialiser, on se dit, faut quand même que ce soit un peu clean. Et on se dit, ah, mince, il y a le légal qui va venir encore une fois nous embêter, nous empêcher d'innover. Et là, on se dit, faut qu'on essaye de trouver un trick là, pour essayer de couvrir le truc et que ce soit le moins crade possible. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on se pose la question a posteriori et on prend le problème complètement à l'envers. C'est-à-dire que si on avait pris la question de la privacy au départ, on n'aurait pas le problème et on ne se dirait pas que le légal nous empêche d'innover. Et je pense que d'un point de vue culturel, sur le plan européen, on a complètement loupé un virage. Il y a une vision d'espoir dans ce que je vais vous partager, mais c'est que la Cour de justice européenne a dit 2 fois en invalidant le Privacy Shield et Safe Harbor que une entreprise américaine ne pouvait pas respecter le droit européen, notamment sur le sujet de la privacy. Et donc on a un énorme atout en termes de conformité, de différenciation. C'est un outil finalement quasiment de protectionnisme légal dont on dispose, dont on ne se sert pas. Et alors que de l'autre côté de la frontière, Trump utilise des outils de protectionnisme autres. Nous, on en a un à notre disposition. Et on est trop souvent, encore, je pense, dans la perspective de « Ah, mais attends, je ne me fais pas taper sur les doigts, c'est pas grave. » Mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on met la privacy au cœur de nos réflexions. Je finirai là-dessus. Je pense une des raisons, c'est que dans le B2B, on se concentre sur nos clients. Donc on dit « Qui est-ce qui me paye ?» Et on se dit « Lui, il faut qu'on le bichonne. » Et dans le B2B, souvent, on a affaire à d'autres entreprises qui vont collecter des données d'autres acteurs et on se dit on ne se concentre pas sur la personne finale, l'individu, le collaborateur, le patient, etc. On se met plutôt face à lui en se disant on va trouver le moyen le moins crade, désolé pour l'expression, mais on va trouver le truc, l'approche la plus propre, mais on ne se met pas à côté en faisant un partenaire. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, et c'est ça le point optimiste que je voulais partager en fin de propos, c'est en fait, il faut qu'on construise la relation sur de la confiance parce qu'il n'y a pas d'innovation sans confiance. Merci. Oriana, d'un point de vue purement juridique et financier, tout va bien se passer. Non, on va regarder au niveau des risques, qu'est-ce qui se passe financièrement et juridiquement si on n'est pas en conformité. Alors, il y en a plein. Vraiment. Alors, après l'espoir, le désespoir. Donc, il y en a plein. Alors, le risque... Alors, je crois dans ta question initiale, parce qu'on a essayé de travailler des questions en amont, mais elle était trop longue, c'est impossible à lire. Il y avait 2 volets. Il y avait la sanction en cas de non-conformité et il y avait la sanction en cas d'incident. Alors, on va évacuer un truc tout de suite, c'est que théoriquement, on ne tire pas sur l'ambulance. Donc, quand on a un incident, on respecte, parce qu'on est conforme,
on respecte la réglementation et on fait les déclarations qui sont obligatoires, notamment à la CNIL. Et puis demain, dans le cas, et puis avec le cadre du RIA, ce sera encore la CNIL, c'est facile. Et puis après, pour Nice 2, pour ceux qui sont concernés, ce sera l'ANSSI. Enfin voilà, vous avez compris, vous faites votre déclaration. Mais s'il vous plaît, vous ne mettez pas sous le tapis l'incident en disant je crois que c'est un peu confidentiel, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui sait. Du coup, c'est bon, le garde pour nous. On fait pas ça, s'il vous plaît. On déclare l'incident, on le documente, on le trace, on le met dans le registre. Pourquoi ? Parce que ça évitera de matérialiser une infraction, une non-conformité grave à la réglementation qui, elle, va engendrer des sanctions. Donc, on distingue bien. La non-conformité, donc là, je reprends, vous nous avez mis sous le tapis un incident. Là, on vient vous contrôler. Non-conformité grave, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous encourez. Alors, le responsable légal de l'entité encourt une responsabilité pénale, administrative et civile. Et là, tout le monde se dit pourquoi ? Alors, administratif, parce que la CNIL peut vous sanctionner. Elle vous met une amende administrative. C'est facile, vous avez entendu ça 20 fois. 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé ou 20 millions, on retient, 10 ou 20 millions, on retient le plus élevé. Nice 2 propose 2% ou 10 millions. Et Cyber Resilience Act propose 15% si c'est une IA à haut risque et une IA interdite, 35 millions d'euros. Voilà, c'est une petite bagatelle. Mais à la rigueur, ça, c'est le côté administratif. C'est une amende, voilà, c'est une amende administrative. Mais de l'autre côté, il y a du pénal, donc la prison. Ça, c'est moins cool. Donc, l'entreprise engage sa responsabilité aussi sur le volet pénal. Le représentant de l'entreprise qui aurait sciemment accepté de signer une IA à très haut interdite, par exemple sur l'analyse comportementale de l'intégralité des collaborateurs afin de leur attribuer des primes, parce qu'il y en a qui ne me reviennent pas. Et je vois bien qu'il a un tic, du coup, il m'énerve, lui. On va voir s'il a vraiment un tic et à la fin de l'année, je ne lui mets pas sa prime, parce qu'il a un tic et j'ai regardé, en fait, il n'est pas sympa. Voilà, ça, on ne peut pas faire ça. Ou bien la note sociale qui viserait à dire que vous avez une note sociale dans l'entreprise, le nombre de fois où vous avez été boire des cafés avec les copains. Et comme vous n'avez pas été souvent, clairement, vous avez une sale note sociale parce que Jean-Michel de la Compta n'est pas prêt à se sympa. Du coup, lui non plus, je ne mets pas sa prime. Une IA qui ferait ça, c'est mort. Ok, mais ça, tout le monde comprend cette idée. En revanche, vous avez la question de IA à haut risque, en tout cas considérée comme à haut risque. Par exemple, toutes les IA qui vont aider au recrutement, qui vont aider à l'évaluation d'un collaborateur. Vous pourrez les mettre en œuvre sous couvert de respecter la réglementation et d'évaluer la performance, mais aussi les libertés, la protection des libertés individuelles. Et vous devrez suivre, documenter, donc là c'est l'analyse de risque, suivre ces critères de risque tout au long de l'utilisation du système IA que vous avez choisi. Ça, c'est une obligation normative. Si vous ne le faites pas, vous avez donc votre sanction administrative, votre sanction pénale et votre sanction civile. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un petit humain dans votre organisation et je me dis, mais en fait, ils utilisent une IA là, mais ils ne respectent pas du tout la loi. Ça me cause un préjudice. Je vous poursuis devant le tribunal et je demande des dommages et intérêts. Donc, on retrouve bien administratif avec la CNIL, pénal avec un procureur et civil avec les dommages et intérêts. Donc là, vraiment, faites pas ça, en gros, et invitez vos directions générales à ne pas le faire non plus. Et ensuite, je voulais dire autre chose, un tout petit point, et je finirai par là. Il y a dans le... Donc, on a dit que le cadre légal est assez touffu aujourd'hui en termes de sécurité, infrastructure, qu'en termes d'exploitation de la data et de l'outil d'IA. Et vous avez une chose qui est hyper puissante, qui est un article du RGPD qui impose une intervention humaine en cas d'utilisation d'un système automatisé. Et je voudrais juste vous rappeler à chacun d'entre vous là, et plutôt parler à l'individu qu'à celui qui représente un service RH, que lorsqu'une organisation, de quelque nature qu'elle soit, prend une décision à votre encontre, au hasard, vous accordez un prêt parce que la machine a dit « c'est rouge ». Enfin, vous refusez un prêt parce que la machine a dit « c'est pas bon, là, ton ratio revenu-dépense, c'est pas OK ». Ça, c'est une décision automatisée. Vous avez la possibilité de demander une intervention humaine sur votre dossier. Et ben, vos collaborateurs demain, si vous mettez un système en place, un système avec un RIA qui leur accorde ou leur refuse un droit, vous devez garantir une intervention humaine sur
cette décision. Donc, quand vous allez choisir votre IA, pensez cette réponse-là. Est-ce que je suis capable de justifier la décision? Est-ce que je comprends la décision de mon IA? Et est-ce que je suis capable de refaire cette analyse à titre humain, enfin à l'échelle humaine? Voilà. Merci. Caroline, du coup, par rapport à ce que vient de dire Oriana, est-ce que parmi du coup, les noms que tu as cités tout à l'heure, il y a des sortes de guidelines qui seraient partagées pour faire des analyses d'impact à reproduire, à la fois pour les grands groupes, mais aussi pour les plus petites entreprises? Parce que tout à l'heure, tu citais essentiellement des grandes entreprises, mais elles ne sont pas toutes seules à être exposées. Bien sûr, non, ça va toucher tout le monde. J'ai entendu quelqu'un la semaine dernière qui disait que les PME n'étaient pas soumis à l'AI Act. Tiens, ça sort d'où? Donc il y a quand même... J'aime beaucoup Oriana, tout ce que tu as dit, c'était franchement hyper clair. Et en fait, je pense qu'il manque ça, en fait. Il manque une compréhension de ce que c'est clairement les AI Act et vers qui. Si, on est là pour ça, mais c'est pas juste en une table ronde qu'on va résoudre le problème, de sensibiliser toutes les entreprises à l'arrivée du règlement. Il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas répondre à ta question tout de suite, j'ai l'impression, et je vais l'oublier après. Mais moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sentent pas concernées, donc qui ne se posent même pas les questions de se dire est-ce que je vais faire cette analyse d'impact ou d'analyse des risques en amont du déploiement de mon système d'IA, parce qu'ils considèrent finalement que ce qu'ils font, c'est pas à risque. Pourtant, c'est écrit des fois dans le règlement RH risque. Voilà, on peut faire simple. Mais à la fois, je parle des entreprises, des grands groupes, les PME, mais aussi et surtout les startups qui vont mettre en place ces systèmes d'IA au risque. Et on revient sur le RH. Sur les RH, il y a beaucoup de startups qui font des produits sur étagère qui intègrent de l'IA et qui fonctionnent très bien. Mais pas toutes ne se posent aujourd'hui la question de l'impact que ça va avoir en termes de déploiement vis-à-vis du règlement européen. Et donc, il y a toute cette partie-là des entreprises fournisseurs de solutions IA qui vont devoir se pencher vraiment sur le sujet. Et aujourd'hui, elles ne le font pas, ou très peu, cette analyse d'impact du déploiement de leurs solutions chez leurs clients, parce que leurs clients ne sont pas sensibilisés à ça, donc ils ne se posent même pas la question non plus, donc ils ne vont pas aller les challenger. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, le vrai problème qui fait que même s'il y a du partage d'expérience, donc pour répondre à ta question, oui, nous, nos grands groupes, typiquement, ils ont écrit des livrables, ils ont partagé des fiches sur comment est-ce qu'on fait des analyses des risques, comment on fait des analyses d'impact, pour se dire qu'il y a tout un pataquès d'entreprises qui vont avoir besoin d'avoir les clés de lecture et de mise en place de ce type d'outils. Mais le problème, c'est que les entreprises ne vont pas chercher l'information. La CNIL a fait des super articles aussi sur l'analyse d'impact, bien comprendre comment il faut la mettre en place. Nous, toutes les fiches qu'on sort sur le règlement européen, il y a la CNIL qui regarde, la DGE qui regarde. Donc, on sait que c'est du contenu qui fait sens et qui va aider les entreprises. Mais le problème, c'est pas la production de contenu. C'est le fait de juste se dire que les entreprises vont aller chercher l'information. Et mon sentiment que j'ai, c'est qu'on n'y est pas encore. Mais bon, peut-être que vous avez une autre vision de la chose, mais je croise beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui mettent le règlement européen sous le tapis pour le coup. Parce que pour eux, ce n'est pas un sujet immédiat, c'est un sujet pour dans longtemps. Bon, finalement, ça va prendre des plombes avant qu'on vienne regarder ce que je suis en train de faire. Or, ça fait déjà, je pense, 2 ans qu'ils devraient se poser la question de savoir si ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils prévoient de faire dans leur stratégie IA pas sous le coup du haut risque, et de se dire je m'équipe déjà en amont pour faire ces analyses d'impact, pour faire ce suivi des risques tout au long de la vie du projet d'IA. Et concrètement, on n'y est pas encore. Et si j'avais quelque chose à crier fort, c'est penchez-vous vraiment sur le sujet. Si vous êtes là, coup de bol, c'est que ça vous intéresse. Mais essayez aussi de diffuser l'information plus largement parce que ça va arriver et après, ce sera trop tard en fait. Fanny, du coup, comment les solutions numériques de confiance contribuent-elles du coup à améliorer et à diminuer les risques? En l'occurrence, sur ce risque-là en particulier,
aucun, parce que c'est vraiment pas ce à quoi nous on se destine. Et peut-être que Olivier aura des choses plus pertinentes à dire là-dessus. Mais nous, on est vraiment positionné sur la gestion du risque en amont, donc sur vraiment les données qui rentrent, comment est-ce qu'on sécurise notre onboarding, etc. Et là, on en a déjà parlé, mais en effet, je pense qu'il y a à la fois comment sécuriser la donnée à l'intérieur de l'entreprise, et il y a aussi comment on fait en sorte de sécuriser la donnée qui rentre et de s'assurer que on ne fait pas rentrer de la donnée de mauvaise qualité qui ensuite derrière va pouvoir poser des problèmes dans les process internes, etc. Et qui peut générer d'autres types de problèmes que ceux dont on a parlé, mais qui peuvent aussi être des problèmes assez solides d'un point de vue légal aussi. Donc ouais, je pense que moi, ouais, voilà. Le droit du travail, c'est hyper dangereux. Non, mais en effet, il y a tout le sujet AI Act, etc. Et donc, aucune légitimité pour prendre la parole dessus. Mais en revanche, ouais, sur la partie droit du travail, s'assurer qu'on contractualise avec la bonne personne, s'assurer que la personne a bien les bonnes qualifications pour le poste qu'on lui donne. Dans certains cas, je prends des exemples, mais y a des entreprises qui ont besoin d'onboarder des caristes. Il faut une certification particulière pour être cariste. Si jamais une personne a un accident et on a mal vérifié que cette personne avait la certification, la question va se poser ensuite derrière de qui est responsable, etc. Donc il y a un sujet à la fois pour les solutions internes, et peut-être que Olivier aura des choses à dire là-dessus. Moi, je pense qu'il y a aussi tout un sujet sur comment on sécurise la donnée entrante et l'onboarding des employés. Je pense que ça, c'est aussi très important, il ne faut pas laisser de côté. Justement, on va passer la parole à Olivier pour qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionne, l'anonymisation. Alors merci. Donc je pense que la vision, c'est celle que je vous ai parlé, excusez-moi en français, celle dont je vous ai parlé il y a 3 minutes, 5 minutes, sur la notion de privacy by design. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, on se pose la question avant, comme ça on évite de dire des idioties en disant que le RGPD c'est une contrainte et que le légal vient nous embêter et qui nous empêche d'innover. Enfin, il faut se poser les bonnes questions au bon moment et donc éviter de surexposer la donnée personnelle ou de la donnée sensible pour des usages pour lesquels on pourrait utiliser de la donnée anonyme. Je pense qu'on peut assez vite faire le parallèle avec l'écologie, où on se dit, tous collectivement, on s'est goinfré de ressources, et puis en fait, après, on se dit, tiens, c'est zut, on aurait dû y penser avant. Mais en fait, le sujet de la donnée, là, c'est pas demain, en fait, c'est maintenant qu'il faut y aller. Peut-être avant de se dire comment ça fonctionne et quels sont potentiellement les cas d'usage, je dirais que small is beautiful, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on va tout de suite être dans une vision d'industrialisation, etc. D'abord, on va prouver, on va montrer, on va évangéliser en interne et montrer qu'il y a des usages qui sont possibles, qu'on peut le faire autrement et que c'est extrêmement vertueux, y compris dans la communication qu'on peut avoir sur cette prise de considération de la privacy et que c'est un asset compétitif. En termes de cas d'usage, notamment dans les RH, je disais tout à l'heure, nous, on a une expertise sur la donnée synthétique anonyme. On travaille dans la santé, dans la défense, et on a des cas d'usage dans la défense, dans la RH, et où on va utiliser de la donnée qui a été collectée pour la transformer en données synthétiques. On s'assure qu'elle soit anonyme. Dans le processus dont on parlait tout à l'heure de conformité, de PIA, nous, on a industrialisé dans notre outil la capacité à faire la preuve que les données qu'on a utilisées pour l'entraînement sont des données anonymes et donc elles ne font pas prendre de risques dans le développement des modèles. Et donc, typiquement, dans les RH, on va utiliser des données qui ont été collectées. On a un cas d'usage, notamment avec une entreprise type Best Place to Work, où finalement, les données qui ont été collectées en fait, servent à alimenter des dashboards qui sont très intéressants. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces données-là, elles ont un pouvoir prédictif, parce que globalement, on a l'histoire, en fait. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est comme si on regardait derrière dans le rétroviseur en se disant qu'est-ce qui s'est passé ? On a toute l'histoire de ce qui s'est passé. Et donc tout ça, et c'est le principe de l'IA, c'est-à-dire qu'on apprend de ce qui s'est passé pour projeter, prédire ce qui va se passer dans le futur. Et donc ces données-là, elles sont extrêmement utiles pour faire de la prédiction, notamment sur un sujet dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le risque de turnover, c'est-à-dire le risque de départ. Et donc ça permet derrière de mettre en place des stratégies préventives, correctives, pour derrière fidéliser les employés. Je terminerai sur un cas d'usage avec France Travail, où on a utilisé des données de personnes indemnisées pour le chômage. Et je ne sais pas si c'est franco-français, mais si vous devez avoir touché 2 000 € d'indemnité mensuelle, en France, si vous touchez 1 500, vous levez la main parce que vous demandez le complément. Mais le contraire est un peu nettement moins vrai par effet d'aubaine. Et ça a un coût pour France Travail. Et donc,
encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire on va utiliser les données qui ont été collectées dans le passé, pour lesquelles on n'avait pas un consentement de réutilisation pour développement de machine learning. C'est bien qu'on se le redise quand même. Et donc on peut transformer ces données en des données de synthèse qui vont être anonymes, sur lesquelles on va être capable de prouver ce processus de continuité et d'entraîner des modèles pour faire de la prédiction et identifier les marqueurs qui vont être prédictifs de risques de trop perçus, etc. et de mettre en place une politique de plus efficace sur ce genre de problématiques. Super. On voit bien qu'il y a des interdépendances en fait. Hein. C'est pas seulement la responsabilité des DRH, c'est pas seulement la responsabilité des DSI. Judith, comment on peut mettre en place une gouvernance claire entre tous ces services? En fait, pour reprendre ce qui vient d'être dit, en fait, je pense que le péché originel, c'est un péché méthodologique. C'est-à-dire que les gens se sont enthousiasmés à fond. Waouh, l'IA générative, c'est un truc de fou, etc. Vas-y, on en met là, on en met là, on en met là, ça fait un rond. Alors qu'en fait, on doit tenir dans un carré. Et donc, il fallait partir du carré, des contraintes du carré, effectivement, des questions de la privacy, des questions RSE, des questions de toutes ces questions qui reviendront évidemment en boomerang, et Oriana l'a très très bien décrit, des conséquences catastrophiques que ça peut avoir, et puis vous tous, quoi. Et toi, Olivier, avec effectivement le by design, cette exigence du by design de la privacy. Et donc, oui, il faut une gouvernance évidemment qui soit très organisée, très structurée, très structurante, avec la direction RSE. Je suis absolument d'accord, c'est aussi effectivement un angle mort fou, alors que c'est un enjeu qui est capital. Je me souviens, il y a 1 an, on avait fait, chaque année, on fait des grands trophées, etc., sur nos événements. Et il y avait une entreprise, évidemment que je ne citerai pas, formidable, ultra cotée au CAC 40 et compagnie, qui avait mis un dossier sur la transformation numérique et qui avait aussi mis un dossier sur la RSE. C'était vraiment 2 lignes complètement parallèles, absolument pas entrecroisées. Et sur transformation numérique, on fait prompter, on est à 1 million de prompts pour un oui ou pour un non. Et du côté de la RSE, des formidables projets. Et vraiment, moi, j'étais sur les 2 jurys. Il se trouve que j'étais sur les 2 jurys. Et j'étais là, mais comment vous faites pour entrecroiser les deux? Vous allez vous pourrir les uns les autres. Donc, oui, il faut une gouvernance qui, évidemment, intègre la DSI, évidemment, intègre le juridique, évidemment, intègre les RH au premier chef, évidemment, intègre la RSE sur ces questions, et qu'ensemble, le travail de conception, et il n'est vraiment pas trop tard, on est au jour 2 de l'IA générative. On a l'impression que ça y est, quoi, parce qu'il y a des investissements colossaux ont été faits en termes, évidemment, financiers, en termes d'organisation, etc., d'outils. On en est quand même au jour 2. Et donc, il est vraiment encore temps de reprendre un peu les choses au départ, de structurer les choses à partir de ce fameux carré et de le faire de manière structurée, structurante, à l'échelle. Alors, comment on fait une gouvernance de cette manière-là? Ça dépend évidemment de la culture d'entreprise, du business, etc. Mais il faut qu'il y ait les parties prenantes et qu'effectivement, il y ait une empreinte humaine très forte à l'endroit de qui pilote ces data, qui est capable de pouvoir acter que oui, la data est quand même reste aux mains des humains. Et donc voilà. Donc je pense que c'est un point de design et de gouvernance qui est important, qui évidemment dépend de chaque business, chaque culture. On arrive en fin de la table ronde. Est-ce qu'Oriana, tu avais une dernière chose à dire? J'ai l'impression que oui, donc je te repasse la main. En fait, justement, sur la gouvernance, il faut éviter de tomber dans le piège du millefeuille, s'il vous plaît. En fait, quelle que soit l'organisation, si on veut faire un bon privacy by design et security by design et ecology by design, on peut tous les faire by design. Il faut repartir de votre organisation, de regarder où est-ce qu'en fait vous créez le millefeuille. En fait, il y a plein d'endroits dans les organisations où, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on recroise et on recroise les mêmes process. Mais chacun dans son silo a fait son histoire. Et je pense que quand on veut faire un bon privacy by design, quand on veut intégrer la sécurité aussi au projet, il faut se poser ces questions en amont. Et ensuite, on trouve un process qui peut être dupliqué,
dans chacun des services, tant à titre métier que sur les services support. Et c'est valable aussi avec le service juridique, ce qui est valable avec les RH. Et donc, se poser la question de quoi j'ai besoin et de réfléchir en termes d'organisation de manière transversale. Aussi parce que la réglementation, si vous l'appliquez et vous essayez de vous y conformer, réglementation par réglementation, dans 3 mois, tout le monde est en dépression. Donc, il faut vraiment réfléchir à avoir une vue de qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune des réglementations. Et il y a plein de zones où on retrouve la même chose pour gagner en efficacité en termes de valeur ajoutée des humains qui vont travailler dessus. Si je dois refaire 10 fois le même PowerPoint pour expliquer avec des KPI que tout va bien, parce que je vais le présenter à des entités différentes au sein de mon groupe, des décideurs différents, franchement, je m'en sors plus. C'est démoralisant. Et donc, en plus, derrière, si on va jusqu'au bout de la métaphore, à faire un suivi de ces critères pour notamment la vie du système d'IA, pour l'évaluer, etc. Si c'est trop lourd à tenir, vous ne le tiendrez pas à jour. Et si vous ne le retenez pas à jour, eh ben, vous risquez une sanction, donc une non-conformité, donc une atteinte à l'image, donc voilà, une perte de confiance des collaborateurs, des clients, etc. Merci beaucoup.